Qu'as-tu dit? Faites-la rentrer. Mademoiselle Jeanne la Pucelle. Jeanne d'Arc n'est pas seulement la femme la plus documentée de l'histoire, ou le symbole du Moyen-Âge le plus malmené du XXe siècle, c'est aussi l'héroïne de la grande histoire qui a le plus inspiré les cinéastes. Alors qu'il n'existe aucun portrait d'elle de son vivant et peu de descriptions physiques, le cinéma n'a cessé de l'imaginer, de la fantasmer, de lui donner un corps et un visage. Stop! Il y a des Jeanne d'Arc au tout début du cinématographe. Georges Méliès filme son histoire dès 1900, avec les flammes oranges du bûcher coloriées au pochoir. Hollywood et Cecil B. 2000 lui consacrent une épopée dès 1916, l'année où David Griffith sort Intolérance. Et depuis, il y a régulièrement des Jeanne d'Arc au cinéma. Par exemple, dans Les filles au Moyen-Âge, la fantaisie médiévale d'Ubervielle, avec Jeanne Agla dans le rôle de la Pucelle, la plus jeune Jeanne de toute l'histoire du cinéma. Vous avez vu? J'ai réussi à m'emparer d'un cheval anglais. Au cinéma, Jeanne parle français, comme l'original, Mon nom est Jeanne, j'ai 19 ans. ou alors anglais, la langue de ses ennemis, ce qui est déjà beaucoup plus surprenant sur le plan historique. Our Father who is in heaven is our leader. Jeanne parle même russe dans Le Début, le film de Gleb Pamphilov. Все, кто верит в меня. Il y a des Jeannes pour tous les goûts, modernes et insolentes, comme Jean Seberg chez Otto Preminger, 3 ans avant À bout de souffle. Are you really dead? As dead as anybody ever is, Charlie. Star et glamour, comme Ingrid Bergman chez Victor Fleming, qui a trouvé avec la Pucelle d'Orléans une nouvelle Scarlett O'Hara. Athlétique et sportive chez Luc Besson, avec une Mila Jovovich pleine de fougue, mais pas vraiment raccord avec la description physique de Jeanne selon les textes du XVe siècle, une petite brune d'1,59 m. Mais que raconte le cinéma quand il raconte Jeanne d'Arc? Eh bien d'abord une certaine idée du Moyen-Âge. Le Jeanne d'Arc film est presque un genre. C'est un peu pour la période médiévale ce que le péplum est à l'Antiquité. Une leçon d'histoire entre pédagogie républicaine et kitsch hollywoodien. Il y a les grandes dates et les lieux du drame, qui défilent au générique sur fond de miniatures, et puis tous les motifs connus du Moyen-Âge refaits en studio. La vie paisible des campagnes, avec les champs de blé au premier plan, et le château fort au loin, et la vie de château, justement, avec ses jongleurs et ses acrobates, pour amuser le roi et sa cour. Une fois posé le décor, chaque film raconte la même histoire. La légende écrite peu de temps après la mort de Jeanne, et que même Bart Simpson aime bien raconter en famille. Ah, et voilà l'histoire de Jeanne d'Arc. L'histoire de la petite paysanne qui a entendu des voix, Jeanne d'Arc. qui devient une femme soldat au service du roi de France, avant d'être arrêtée par les Anglais et condamnée à mort sur le bûcher. C'est une histoire de sainte, bien sûr, mais c'est en Wonder Woman qu'Hollywood va la raconter. Une sorte de mix entre la légende républicaine et la mythologie Marvel. Jeanne suit le parcours classique du super-héros, enfance simple de la petite bergère innocente, puis intervention de la puissance magique qui crée sa mission. La Pucelle qui entend des voix, c'est toujours un morceau de bravoure, et souvent un sommet de kitsch, comme ici, dans le téléfilm de Christian Duguay, avec Lily Sobieski en Jeanne, complètement perdue dans un déluge d'effets spéciaux. Il y a 100 ans, Cecil B. 2000 donnait sa version, à peine plus sobre, mais avec les trucages naïfs du cinéma muet. Enfin, le costume, c'est l'habit qui fait le super-héros, et c'est l'habit d'homme qui fait Jeanne d'Arc. L'habit et la coiffure surtout, la plus célèbre de l'histoire, la fameuse coupe au bol, qui a connu au cinéma bien des variantes, très court, mi-long, coupe parfaite. D'ailleurs, on ne sait plus bien aujourd'hui qui de Jeanne d'Arc ou de Jean Seberg a créé la mode des cheveux courts pour les femmes des années 60. My dear, her hair. I wear it like this because I am a soldier. Could you fight with your hair rolled up in those big horns? Pendant longtemps, c'est la dimension militaire de l'histoire de Jeanne qui intéresse les cinéastes. Les batailles, les sièges, son énergie au milieu des hommes en armes, en pleine guerre de 100 ans. Après Cecil B. 2000, après Victor Fleming, c'est Luc Besson qui a rejoué l'épopée en 1999. Au terme de l'action, le bûcher apparaît comme un climax profane du récit spectaculaire, la mort violente et atroce d'une héroïne de film d'action. 10 ans plus tard, Roberto Rossellini, avec la même actrice qui joue le même personnage, rendra sa dimension spirituelle à sa passion, un équivalent de la mort du Christ sur la croix. Entre la Bergman de Fleming et celle de Rossellini, il y a une évolution essentielle du personnage, depuis ses origines hollywoodiennes classiques jusqu'au cinéma moderne qui va s'emparer d'elle. C'est Jeanne captive, la femme tombée entre les mains des Anglais, vendue, jugée, puis condamnée à mort, qui va fonder un autre regard sur le personnage. Un regard neuf, qui est né en 1962 dans un film de Robert Bresson,
Procès de Jeanne d'Arc. Avec Bresson, Jeanne sort du livre d'images. Le cinéaste lui invente une voix et fait entendre pour la première fois les mots qu'elle jeta à la face de ses juges. Des mots d'une étonnante modernité que Bresson reprendra directement des différentes séances de son procès. Quelle preuve donnez-vous que vous ayez ces révélations de par Dieu? Croyez-moi si vous voulez. Enfin, Jacques Rivette et Sandrine Bonner, en 1994, décapent le mythe pour toujours. La fresque de 5 heures s'empare de toute l'histoire, depuis la solitude de la jeune paysanne jusqu'à son martyre à Rouen, mais elle donne à Jeanne et à son temps un poids de réel jamais vu jusque-là. Le temps d'une promenade, la campagne lorraine retrouve son silence et sa lumière naturelle, et on croit toucher peut-être pour la première fois la vérité d'une époque. Dans une grange, Jeanne se coupe les cheveux toute seule pour avoir la tête d'un garçon. Comme miroir, elle utilise un plastron bien astiqué qui traînait là, et on se dit que c'est peut-être comme ça que tout a commencé, par le rire d'une jeune fille devant l'énormité de son geste. En fait, Rivette et Bresson poursuivent le travail commencé en 1928 par Karl Dreyer, le cinéaste danois. 8 ans après la canonisation de la Pucelle, sa passion de Jeanne d'Arc est un événement. Dreyer tourne le dos au catéchisme de l'épopée et se concentre sur la seule journée du 30 mai 1431. Il invente ainsi un au-delà de la Jeanne historique, quelque chose comme le film Visage. Plus de péripéties militaires, plus de petites bergères égarées par les voies, mais le visage d'une actrice, Maria Falconetti, crispée par la souffrance et cadré en très gros plans pendant plus d'1 heure. Un visage accablé, confronté à ses juges et bourreaux, comme une seule longue séquence hypnotique. Or, ce gros plan, ce visage en larmes de Jeanne, reviendra souvent. Chez Victor Fleming, dans le plus beau plan du film, chez Rivette, et il viendra hanter bien des visages de femmes. Celui de Nana dans Vivre sa vie de Jean-Luc Godard, tandis qu'elle regarde le film de Dreyer, celui d'Anna dans Mauvais sang d'Eleos Carax, qui ne sait pas comment stopper ses larmes. Chaque fois, un visage qui pleure, chaque fois, le rappel de la Jeanne de Dreyer. Comme si le message de la Pucelle, depuis son lointain Moyen-Âge jusqu'à nous, était ce gros plan de visage qui résumerait en même temps sa passion et notre condition moderne.